C'est le temps de la synthèse, de la myosynthèse, me disait quelqu'un. Quelle drôle d'idée. Mais alors, peut-être avant de faire une brève synthèse, on a de nouveau pris un quart d'heure de retard, donc on va pas trop traîner, mais moi j'avais noté quelques mots-clés, quelque chose, enfin 2-3 choses qui m'ont marqué là de ces 2 jours. Mais j'aimerais aussi me tourner vers vous pour voir si éventuellement on devait l'année prochaine se réunir à nouveau, essayer d'explorer, se réunir pour discuter, reprendre des choses, ne pas laisser le fil se rompre. Lionel, je te propose, je donne comme ça mes mots-clés, puis tu interviens, tu ajoutes quelque chose, tu l'enrichis de tes... Parce qu'en fait, on n'était pas tous, enfin, pas si nombreux, présents les 2 jours complets. Je rappelle, il y avait ceux qui ont pu assister à l'expérimentarium hier matin, ceux qui ont pu assister et rapporter ce qu'ils ont vu en début d'après-midi. Ensuite, hier... Nous étions au Centre des sciences du goût et tu as repris le projet de l'Expé à son départ pour expliciter notamment comment c'est né, comment le travail est conduit avec les chercheurs pour arriver à cette rencontre avec le public. Et tu as en particulier pu échanger, réagir notamment aux remarques du public, mais aussi de Baudouin-Jourdan qui était là pour remettre peut-être l'expérimentarium en particulier, mais la vulgarisation dans une perspective un peu plus large auprès des chercheurs. Ce matin, on a fait le tour un peu d'une sorte de panorama grâce à Pablo Jensen et Elsa des enquêtes qui avaient pris cette question à bras-le-corps, à savoir la vulgarisation scientifique. Qu'est-ce que ça peut produire comme effet si ça en produit sur les chercheurs, et puis on a souhaité en début d'après-midi faire témoigner celles et ceux qui ont, avec un peu de recul cette fois-ci, participé à l'Expé, et puis avec Jeff de Jean-François de Marchelier, qui ont aussi participé à d'autres formes, d'autres actions de vulgarisation ici à Dijon. Alors moi j'ai noté quelques mots-clés, et puis tu me diras si tu as noté les mêmes ou si tu veux en ajouter. Moi, je suis surpris d'être là, donc je n'ai pas noté. Voilà, c'est bien, c'est de l'impro, c'est comme à la radio, sauf que cette fois-ci, c'est toi qui n'as rien préparé. Alors peut-être juste un petit mot. Non, mais c'est normal, parce qu'en fait, initialement, Daniel Reichwag devait être là pour conclure la journée, et il s'excuse, il a dû s'absenter pour des raisons, alors je ne vais pas les expliciter ici, ça n'a pas de sens, ça serait même presque un peu impudique, pour des raisons personnelles et qui sont tout à fait légitimes. Donc, il m'avait laissé son texte à lire, mais bon, ça par contre, ça n'a pas de sens non plus, et d'autant qu'il l'avait couvert, était présent que pour le premier jour. Par contre, j'ai pioché quelques éléments de ce qu'il avait repéré lui dans la journée d'hier, puisque moi j'y ai ajouté mon petit grain de sable pour la journée d'aujourd'hui. La première chose, c'est cette question, parce que moi j'ai l'affiche sous les yeux, l'affiche qui a été conçue par l'équipe, je le remercie là, de l'OCIM, qui était notre partenaire aujourd'hui. Quels effets moi, le premier mot que j'aimerais qu'on retienne, c'est la clarification. On en a parlé longtemps, un petit moment hier après-midi. L'un des effets que ça produit, en tout cas chez les chercheurs, c'est cette nécessité de se mettre au clair sur leur travail, sur ce qu'ils font, puisque tu as même, alors moi je pense que c'est la situation extrême, puisque tu as même cité, je crois, l'exemple d'une jeune femme, enfin d'une personne qui avait abandonné l'expérimentarium et qui du coup avait abandonné sa thèse. Alors, ça c'est un peu le cas extrême, ou qui avait abandonné, enfin je ne sais pas dans quel ordre ça s'est passé, mais ça montre bien peut-être qu'à l'extrême, tu avais aussi cité, mais elle n'était pas là encore hier, c'était Charlotte, finalement en m'entraînant ce matin, j'ai compris ma thèse. C'était pas Charlotte. C'était pas Charlotte ? Non. C'était quelqu'un d'autre ? Oui. Donc en tout cas, on voyait bien... Elle n'a toujours pas compris sa thèse. Elle n'a toujours pas compris sa thèse. Oh, ça, c'est pas sympa. Et en tout cas, il y a ce travail de clarification. Manifestement, s'engager dans l'expérimentarium, s'engager dans ce travail de vulgarisation de son propre travail de recherche, ça oblige le chercheur, le jeune chercheur là en particulier, le thésard, comme on l'appelle parfois, mais moi j'aime bien ce mot, le doctorant, comme on dit aussi avec beaucoup plus d'élégance peut-être, ce effort de clarification. Et ça rejoignait à mon avis, parce que quelque chose qui est aussi d'important qu'a souligné Baudouin, c'est lorsqu'il parlait de réflexivité. C'est aussi cette importance réflexivité que la science avait perdue, regarde l'importance qu'avait pris la science écrite, et que par la parole, on arrive aussi ainsi à
à amener les chercheurs, aux scientifiques, à réfléchir eux-mêmes à ce qu'ils sont en train de faire et du coup mieux le faire partager. Ce qui était vraiment tout à fait intéressant chez Baudouin aussi, c'était que pour lui, c'était pas la vulgarisation scientifique, c'est pas un hobby ou un loisir, quelque chose qu'on fait juste par goût, par plaisir. Enfin, c'est sans doute vrai, mais pour lui en tout cas, ça paraissait assez net, ça semblait être une vraie nécessité. Je veux dire que la science ne peut pas se passer de vulgarisation. Alors il n'a peut-être pas dit exactement comme ça, mais en tout cas, au-delà de ce qu'on a pu entendre cet après-midi, il me semble que de ce qu'on peut retenir de l'intervention de Baudouin, donc c'est à la fois cette question de la réflexivité et l'absolue nécessité pour le monde scientifique de s'engager dans l'action de vulgarisation. Ce qui rejoint d'ailleurs une remarque qu'avait formulée Pablo Jensen, je ne sais plus s'il est là, peut-être plus. Il vient de partir. Puisqu'il l'a rappelé encore tout à l'heure en disant moi je pense que je ne sais pas si c'est utile pour le public, je ne sais pas quelle efficacité, c'est un mot qui a aussi circulé ce matin, pour un intérêt, une efficacité, un impact pour le public. En tout cas, je pense que c'est extrêmement important et précieux pour les chercheurs. Donc là déjà je pense c'est un des points sur lesquels on pourrait se mettre d'accord. Je ne sais pas si tu en es d'accord. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord en fait. Parce qu'on a mis la vulgarisation scientifique, quels effets pour le chercheur. Et si on dit la vulgarisation scientifique a un effet de clarification pour le chercheur, ça j'en suis pas sûr. Parce que dans la vulgarisation, il y a différentes pratiques. Et je pense que ça, on aurait peut-être dû le redéfinir. On s'est centré sur la pratique de l'expérimentarium, qui, quand on est à Dijon ou autour de l'expérimentarium, nous paraît assez évidente, qui est une pratique qui vise à faire parler de soi. Donc la réflexivité, forcément, elle arrive, quand on parle de soi, elle est sur soi. Alors que dans la vulgarisation, je me souviens de Michel Darche, qui s'occupait de Centre Sciences dans les CCSTI, qui disait finalement, parfois on est meilleur, il avait certainement raison, pour faire de l'animation, donc une certaine type de vulgarisation, quand ce n'est pas notre sujet. Et là, je pense que du coup, la réflexivité et la clarification, elles jouent beaucoup moins. Donc je pense qu'il faut vraiment préciser ce qu'on entend par vulgarisation. Et dans le cas où on a une vulgarisation qui nous pousse à parler de soi, de notre activité, enfin je dis nous, qui pousse le chercheur à parler de lui et de son activité, alors là, effectivement, c'est ce que je me disais, on se disait depuis longtemps qu'il y a un effet de clarification. Tout le monde l'a un peu confirmé. Et puis tous les témoignages qu'on a de l'expérimentarium, même des témoignages indirects que je n'ai pas montrés, où on pose d'autres questions aux chercheurs, ils nous disent oui, la vulgarisation a un effet de clarification. Mais ça m'amène à dire que dans la vulgarisation, il a fallu se battre, par exemple, au début de l'expérimentarium, et c'est pour ça que j'ai fait cette remarque tout à l'heure par rapport à ce qu'avait dit Gilles Bertrand, c'est qu'on a vraiment pris la spécificité, et c'est ça que de dire parler de vous. Si il y a à la fin d'une formation à Nancy, c'était Fabrice Ekbele, je crois, qui avait dit j'aurais fait un exposé sur les arbres, parce qu'il travaillait sur les arbres, des statistiques sur les arbres. J'aurais eu un retour sur les arbres, ok, mais j'ai fait un exposé sur moi et le retour, je l'ai sur moi. Donc là, pour les faits, effectivement. Et c'est vrai qu'en tout cas, c'est une certaine forme de vulgarisation et elle a cette particularité à Dijon et c'est vrai qu'on l'a... Ceux qui vont peut-être nous entendre dans quelques semaines, parce que tout ça a été filmé et va être disponible en ligne. C'est vrai que la particularité de ce qui se fait à l'Expé et aussi dans la Nuit des chercheurs, mais il y a d'autres opérations, c'est que les chercheurs, c'est eux qui font la vulgarisation. C'est eux qui ont cet engagement-là dans ce genre d'action, ce qui n'est pas le cas partout ailleurs. Ailleurs, ça peut être des médiateurs, des animateurs. Au Palais de la Découverte, l'idée au départ en 1937 était aussi que des chercheurs viennent... parler, et puis maintenant c'est des médiateurs, des animateurs, et même les gens du département de physique, quand j'y étais, disaient on recrute plus des profils d'acteurs de ces Monsieur Loyal que des profils de scientifiques purs. Alors ça, c'était peut-être un premier point. Le deuxième qu'avait noté, là je le suis tout à fait, Daniel, c'était le mot de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'au fond, de dire aussi que ça ne va pas de soi. On a insisté aussi là-dessus hier après-midi, moins aujourd'hui, mais ce qu'on l'avait vu hier, c'est normal. Alors justement, tu as insisté sur le mot, je crois, accompagnement. On accompagne les chercheurs. Hein. Il y a besoin d'un temps alors c'est pas de la formation, je reviens là-dessus, mais voilà, pour les aider à... Alors moi,
malencontreusement parlé du mot accouchement tout à l'heure, mais ça peut être ça, quelque part, c'est aider des chercheurs à accoucher, alors pas de leur thèse, ça c'est le boulot du directeur, mais en tout cas de les aider à faire ce travail de reformulation, d'explicitation, identifier les objets, les dispositifs avec Jeff ou d'autres, scéniques qu'il faut mettre en place pour que la parole circule effectivement, que tout ça ait du sens et que ce soit entendu par le public qui vient fréquenter l'expérimentarium. Donc je voulais simplement par là, et je crois que Daniel avait raison de le pointer, ce mot accompagnement, voilà. Rien ne prépare les chercheurs, tout de même, sauf quelques rares exceptions. Voilà. Sincèrement, rien ne prépare les chercheurs à ce genre d'activité. Donc ceux qui voudraient, parce qu'on a parlé tout à l'heure, en fin d'après-midi, de reproduire éventuellement l'expérience ailleurs, ceux qui veulent s'y engager devraient quand même savoir qu'il y a du boulot en amont. Candice en a parlé, ceux qui ont participé à l'expé, qui l'ont observé fonctionner jeudi matin, doivent le savoir. Voilà, ça c'est pas comme ça en quelques heures. Jeff, de la même façon, a parlé, j'ai revu 2 fois, c'est 2 mois, 3 mois de discussion, de dialogue pour réussir justement à trouver la formule idéale. Peut-être pas, une formule qui puisse produire des effets au moment où il y a cette rencontre avec le public. Accompagnement. Tu veux peut-être rajouter quelque chose ? Oui, c'est pas facile de parler de cet accompagnement. Un exemple flagrant, Alexandra Laurent, qui était juste là, en sortant, me dit « Ah, mais moi, je ne l'ai pas suivi, la formation. » Je fais « Ah bon ?» Et donc, on n'emploie pas trop le mot formation, mais bon, il s'emploie. Et en fait, elle ne s'était pas rendue compte que j'étais allé la voir, qu'on avait fait une journée d'entraînement, etc. Donc, ça se trouve... c'est pas quelque chose on l'a formalisé là un peu, puis on le fait quand même de manière quand même assez visible. Après, ça dépend des personnes. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile à décrire et qui va pas forcément de soi pour si on veut se lancer dans la chose. C'est peut-être pour ça que l'expérimentarium s'est pas trop développé, parce que peut-être que les gens qui connaissent pas vraiment ce travail-là se disent il n'y a pas forcément besoin, il suffit juste d'avoir quelqu'un qui organise les plannings et puis les classes, etc. Et il y a un accompagnement qui n'est pas forcément visible de tous les chercheurs, pas forcément visible de l'extérieur. C'est des fois pas plus mal, et donc c'est de l'accompagnement, mais même ce serait peut-être un petit mot en plus, des situations de... Reste concentré. Ouais. Reste concentré. Hello. Non, nous sommes filmés, Lionel. Alors le troisième point, c'était... c'est peut-être un petit détail, mais moi c'est quelque chose qui me tient à cœur. Daniel écrit, on a parlé de vulgarisation des sciences, il ajoute, on va garder ce terme pour ne pas s'embêter avec les discussions connexes. Et moi je suis assez ravi que souvent on entend des choses quand on évoque la vulgarisation, même des chercheurs aujourd'hui, brillants, moins brillants, qui nous disent j'aime pas ce mot, je le prends quand même, ou je préfère parler de ceci ou de cela. Moi je suis assez heureux que pendant ces 2 jours on ait gardé ce mot-là. Je rejoins Daniel, je l'évacue pas, mais je trouve qu'il conserve sa pertinence. Je trouve pas que c'est un mot vulgaire, les gens oublient l'étymologie de ce terme de vulgarisation. En tout cas, il y a une chose qu'on a peut-être eu un peu de mal à je trouve qu'on n'a pas complètement, et heureusement, apporté les réponses à cette question, c'est quels effets ça produit, la vulgarisation. Et alors, sur le public, à la limite, je dis comme ça, on s'en fiche un peu, parce que ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, quels effets ça produit auprès des chercheurs. Là, il y aurait encore toute une liste de mots-clés à lister. Pour l'instant, à la fin de la journée, j'ai plutôt une vision impressionniste des choses. Oui. Du plaisir. On a parlé, en réponse à Emmanuela, voilà. Je crois que ça a plein de vertus, alors là encore, cet engagement, cette mobilisation des chercheurs dans l'expé ou d'autres formes de vulgarisation, ça a sans doute très certainement plein de vertus.
Alors peut-être développement personnel, le plaisir, l'envie de partager, le dialogue avec le public, la rencontre. Mais là, peut-être qu'on a un effort à faire pour essayer d'un peu de remettre ça un peu en ordre. Je pense que là, c'est un chantier qu'on n'a pas clos, au contraire qu'on a ouvert. On a lancé une piste de réflexion. On a essayé de la reprendre. En tout cas, on sait depuis qu'on a écouté Pablo ce matin et Elsa, que c'est pas dans les enquêtes de type statistique, questionnaire fermé et compagnie qu'on va trouver la réponse. Donc là, je pense qu'il faut sans doute, sur le plan même méthodologique de la recherche, imaginer autre chose pour essayer d'y voir plus clair sur les effets que ça produit auprès des chercheurs. On sait maintenant que, en tout cas, ça ne brise pas des carrières, me semble-t-il. On le sait aussi que ça ne suscite pas en France, en tout cas, et rien n'est venu nous contredire en revanche sur ça ne mobilise pas 80% de la communauté scientifique, loin de là, c'est une minorité agissante, je crois que c'est 13% des chercheurs qui font 30% des actions. Et puis autre champ aussi à défricher, alors je crois que Pablo l'a dit 2 fois, donc je pense que ça serait bien qu'on s'en saisisse, c'est-à-dire que ces données sont accessibles, c'est de voir aussi dans le détail, parce que il y a vulgarisation, différentes formes de vulgarisation, l'expé c'est une chose, mais il y a, j'imagine, les tables rondes, les émissions de radio, des auteurs d'essais, de vulgarisation, etc. Et là je crois vraiment que dans le matériau qu'a exploré Pablo de Jensen depuis 4 ans, il y a de la matière qu'on pourrait tout de même reprendre, au moins pour y formuler quelques hypothèses, à vérifier ensuite par d'autres moyens. Mais j'ai l'impression qu'il y a un champ de recherche qui reste ouvert et qu'on a la matière et des questions. Moi, je pense que l'hypothèse de la clarification est déjà fortement étayée, si on est dans quelque chose où on parle de soi. Et je me dis que comme c'est compliqué, parce que tout à l'heure, je voyais Charlotte parler, elle a dit 3 mots ou 4 mots, et quand tu parlais des gamins, c'est même plus que les mots. Et donc, il y a des émotions, il y a des choses, et il y avait une sorte d'existence en tant que chercheuse par ces quelques signes. Ça, c'est difficile à interpréter. Je ne sais pas si la science peut l'interpréter. C'est plus même peut-être d'autres choses. Et je me dis, du coup, il faut peut-être séparer le problème en plein d'autres petits et peut-être faire des sortes de typologies de la vulgarisation en fonction du degré de réflexivité, c'est-à-dire en fonction du degré d'implication. Si je fais dans les degrés presque les plus forts, ça serait d'être face à des gamins et puis de leur dire voilà, je suis ça et je fais ça, et donc j'ai le retour. Faire une émission radio, c'est un autre degré. Faire une scéno, quel degré c'est? Qu'est-ce que ça implique? Et peut-être que déjà, en faisant cette hypothèse, un peu ce schéma des degrés hypothétiques d'effets miroirs, on trouverait d'autres choses. Peut-être qu'on verrait aussi ces effets de mise en relief. Sur l'aspect, les chercheurs ont beaucoup parlé de l'aspect connaître les recherches des autres. C'est pas aussi dans tous les programmes de vulgarisation où quand on fait une expo sur une thématique très 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 précise avec une certaine méthode, des fois il n'y a que des spécialistes du même domaine qui s'y retrouvent. Donc l'aspect aussi aller voir ce que font les autres n'est pas dans tous les... Donc il y aura un degré aussi de mise en culture, même de diversité à l'intérieur du monde de la recherche. Par contre, sur l'aspect que j'avais cité dans ce que dit Baudouin-Jourdan sur la mise en relief de l'objet scientifique, la vulgarisation donnerait du relief à l'objet scientifique. Ça aussi, il n'y a pas trop on avait des pistes. Michael Fèvre, qui intervient demain, disait ah oui, moi je suis d'une certaine manière, je mets au point quelque chose, puis on peut le voir aussi autrement, comme quelqu'un me l'a dit. Ça peut être vu aussi quelqu'un qui cherche à prouver quelque chose, mais c'est aller guère plus loin. Est-ce qu'un chercheur peut par la vulgarisation se dire ah ouais tiens moi je me vois faire ça, mais peut-être que je pourrais aussi être dans une autre démarche. Est-ce que ça, la vulgarisation, ça le fait? Faudrait le tester. Oui, puis ça rejoint aussi ce qui a été dit à plusieurs reprises, en tout cas en début d'après-midi. Alors c'est pas à partir du même objet, mais en tout cas c'est aussi ce dialogue, pas seulement en direction des publics qui viennent, mais aussi ce dialogue entre les chercheurs. Alors ça c'est vrai que c'est assez invisible
aux yeux du public, mais ça a été quand même de nombreuses fois souligné. Là encore une vertu de se retrouver ensemble se reconnaître en quelque sorte dans un même statut de chercheur hésitant, apprenti, et d'éviter éventuellement d'abandonner, de rompre cet isolement. Je trouve que là encore c'est une vertu tout à fait singulière. Bon, il faut voir comment on va étudier ça à l'avenir. C'est juste des pistes pour la suite. Alors moi j'avais encore un dernier point à ajouter parce qu'il a été effleuré à plusieurs reprises, mais sans être vraiment, creusé un peu plus sérieusement. Gilles Bertrand en a parlé rapidement, l'a rappelé rapidement cet après-midi. On l'a évoqué rapidement hier. C'était aussi le fait que, je pense que c'est aussi une spécificité, de l'expérimentarium, c'est d'être ouvert à toutes les sciences. C'est-à-dire que quand on parle souvent de vulgarisation des sciences, implicitement, on entend vulgarisation des sciences de la vie, de la matière, ce que les Allemands appellent la Naturwissenschaft. Et les sciences sociales, les sciences de l'homme en sont généralement exclues, comme si elles n'en avaient pas besoin. Bon, je simplifie un peu. Et alors, moi, ça m'est frappé en arrivant à Dijon, il y a déjà quelques temps, en ayant assisté à ce que vous faites, de voir que vous accordez la même attention au travail d'un historien ou une historienne de l'art. Bon, je me souviens aussi de ton souci pour les mathématiciens, mais ça c'est vrai qu'on le sait, ce sont des êtres à part. Mais voilà, de l'économie expérimentale, parce que j'avais Angela qui était là tout à l'heure. Et alors ça continue à m'intriguer. Et je me demande, mais on ne va pas la régler ce soir, cette question, mais est-ce que vraiment toutes les sciences ont ce même besoin de vulgarisation? Est-ce que... comment ça peut être... tester. Est-ce que la vulgarisation scientifique s'applique vraiment et ce dispositif fonctionne aussi bien en droit, en économie, en sociologie? Est-ce qu'au bout du compte, après 10 ans d'expérience, ça produit les mêmes effets? Quels effets ça produit pour les chercheurs? Je sais comme ça, parce qu'on en a parlé longtemps, plusieurs fois avec Baudouin-Jourdan, que lui n'est pas d'accord avec ça. Moi, je doute. Lui, il pense que les problèmes sont radicalement différents pour les sciences de la nature et pour les chercheurs des sciences de la nature et pour les sciences sociales. Moi, je doute depuis plusieurs années de ça. Mais bon, il est parti, mais je trouve que c'est un beau sujet de réflexion pour la suite. Est-ce que la vulgarisation scientifique et tout ce que tu mets en place, tout ce qui pourrait se mettre en place à l'avenir à Dijon, est-ce que ça vaut aussi bien pour les sciences sociales que pour les sciences de la nature? En tout cas, cette dimension pluridisciplinaire... On est vraiment... Là, il y a une philosophe qui vient d'intégrer l'expérimentarium et je la vois discuter lors des pauses avec les autres et elle dit moi je suis un peu différente, je viens vous voir. C'est un peu l'Indien qui arrive pour nous dire qui on est. Hein, je ne sais plus ces histoires-là, c'est la personne différente pour qu'on puisse se rendre compte aussi dans quel modèle on est, qui on est. Et pardon. Oui, mais juste. et c'est vrai que moi, je me souviens d'une discussion avec Jean-François qui disait le fait de faire l'expérimentarium, c'est révélateur si on se dit ah c'est bon, je peux le faire, ça veut dire qu'on est au point avec notre thèse. Donc je me dis que même je renverserais presque le truc. Je me dis la science, elle peut se vulgariser si elle est aussi au point avec elle-même, quoi. Si elle peut se... Oui, mais je ne doute pas, si tu veux, que pour les chercheurs, que ce soit un philosophe, un sociologue, un chimiste, un biologiste, que cet exercice est de la vertu. Je me demande simplement si ce besoin de réflexivité pour la philosophie est nécessaire. Je prends la question un peu plus loin. Est-ce que la philosophie a besoin de cette réflexivité? J'en doute. Mais ça, en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant. En tout cas, c'est aussi une spécificité de Dijon, ou une spécificité dijonnaise, de ne pas avoir, comme ça, d'autorité, considérer que l'expérimentarium, ça devrait intéresser et mobiliser aussi bien des chercheurs, quel que soit leur champ disciplinaire. Je le dis quand même parce que ce n'est pas l'idée qu'on s'en fait habituellement ailleurs en France et dans le monde. On n'y est pas allé tout de suite, la première session. Mais je voulais pointer cet aspect-là des choses. Et d'ailleurs, c'était pour ma part le dernier point que j'avais relevé j'ai promis une synthèse, pas trop longue. J'ai cette obsession du timing.
On est bon. On avait dit 17h, je crois qu'il est, tu me crois si tu veux, regarde, 17h pile. 17h pile. Lionel, est-ce que tu vas rajouter un petit mot de conclusion ? La bêtise, c'est de conclure. Voilà. Non, c'est pas une conclusion, c'est un lien. C'est un lien avec samedi et dimanche et l'exercice dans lequel vont se lancer les chercheurs, donc les anciens qui reviennent. D'ailleurs, je dois vous avouer quelque chose. Par exemple, Alexandra, qu'on a vu tout à l'heure, j'ai mangé avec elle une fois, et puis je lui ai dit, le principe, c'est que tu te parles un peu de ce que tu faisais avant, puis tu parles de ce que tu vas faire maintenant. Elle dit oui, ok, et donc je leur fais confiance. Donc Charlotte, on a dû lui dire juste, tu vas des bactéries du vin aux bactéries du fromage, et puis on va voir ce qu'elle va nous faire demain. Donc il y a 10 anciens de l'expérimentarium qui présentent demain de 14h à 18h, même 18h30. Et puis il y a les nouveaux, avec Jean-François et avec Candice, mais c'est surtout Candice qui les a entraînés, là, formés. Là, c'est la nouvelle formule, et notamment cette histoire de beaucoup travailler avec Jean-François, qui est une manière aussi de triturer un peu les chercheurs de la science au cinéma, comment les chercheurs peuvent rebondir sur des extraits de films populaires grand public en relation avec leur activité et avec leur regard à eux. Ça sera dimanche. Voilà, et puis après l'expérimentarium continue. Merci Lionel. Pour remercier ceux qui nous ont aidés, je regarde Fabien qui est dans la salle, mais remercier l'OCIM parce qu'on a travaillé ensemble depuis plusieurs semaines au bon déroulement de ces journées. Merci à l'Athénéum qui nous a accueillis aujourd'hui. Merci au Centre des sciences du goût qui nous a accueillis hier et qui le refera ce week-end. Merci aux membres du CIMEOS, Daniel, Emmanuela et Philippe qui étaient là ce matin pour nous avoir accompagnés dans l'animation de ces journées, de ces tables rondes. Et puis alors voilà, enfin merci à vous d'avoir été aussi attentifs et présents. Vous public pendant ces 2 jours et passer le message à ceux qui ne sont peut-être pas là ou qui sont partis plus tôt que prévu. Tout ce qui s'est passé là a été enregistré et sera très prochainement diffusé et accessible sur le site web, je pense dans un premier temps de l'OCIM, mais on y arrivera aussi par d'autres liens. Merci encore à vous et merci de votre attention.